il est 30, on va commencer, comme ça, hop, on commence à l'heure, on finit à l'heure, comme d'habitude. Parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler, d'acquisition des congés payés et maladies d'origine professionnelle. On en a déjà parlé ici, en partie, il y a quelques mois, à l'occasion des arrêts du 13 septembre, mais si on refait le point, que s'est-il passé? Alors, évidemment, ça ne marche pas. Hop, ah si. Comme vous le savez, il y a l'article 31-41-5 du Code du travail qui énonce les périodes pour lesquelles, les périodes assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés et on avait un point 5 qui prévoyait seulement, la prise en compte de ces temps d'arrêt pour les congés payés quand, l'origine de l'arrêt, c'était un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ce qui excluait de facto l'arrêt de travail, ordinaire comme on disait ou l'arrêt de travail d'origine non professionnelle. C'est le texte tel qu'il est encore aujourd'hui rédigé et pourtant dès 2009 avec, la charte, enfin avec le traité de Lisbonne qui faisait rentrer la charte des droits fondamentaux, de l'Union européenne qui devenait directement applicable et opposable, en France, dès 2009, en réalité, le législateur aurait dû prendre des mesures pour se mettre en conformité avec ce droit de l'Union européenne qui prévoyait bien l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail, sans distinction selon que l'arrêt est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Ce qui voulait dire, à l'inverse du droit français, que à partir du moment où on a un arrêt de travail, on acquiert quand même, pour maladie, on acquiert quand même des congés payés. Donc ça, on le sait finalement depuis 2009 qu'en droit français, on n'est pas conforme avec le droit européen. Mais personne n'a vraiment réagi. Pourtant, il y a eu vraiment des alertes qui ont été faites. Bon, un jour, la Cour de cassation s'est quand même sentie obligée de réagir et le 13 septembre, finalement, est venue, la Cour de cassation est venue relever la non-conformité du droit français en venant dire: «Non, non, non, maintenant on arrête, on applique les règles» et la règle, du coup, bah, c'est la règle dans son ensemble, puisqu'il y a des bouts et on va y venir, où on aurait pu, si on avait anticipé ces arrêts du 13 septembre, on aurait pu faire quelque chose pour éviter ce coup de tonnerre et ce passif, ce risque qu'il pose sur les entreprises. Donc, elle a dit: «En réalité, quel que soit, l'arrêt de travail, vous aurez le droit à des congés, vous aurez le droit aux 5 semaines, voire les jours conventionnels s'il y en a. Heu, il y a pas de limitation dans le temps. Si l'arrêt dure 3 ans, bah, il y aura 3 ans, 4 ans. On gardera tous les congés et en plus de ça, il y a pas de prescription, on pourra remonter au passé». Donc évidemment, ça a été un coup de tonnerre. Les RH sont un peu, paniqués dans les cabinets et dans les entreprises et finalement, on a attendu des législateurs qui se saisissent de ça et il a pris les choses très sérieusement parce que je pense qu'il y a eu une pression assez lourde pour, venir limiter les effets de cette jurisprudence de septembre 2023. Alors, il y a eu, 2, saisines qui ont été faites, l'une plus importante que l'autre, mais le Conseil constitutionnel a été saisi, donc par la Cour de cassation, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, pour venir demander au Conseil constitutionnel, est-ce que oui ou non, le fait, de distinguer selon l'origine de l'arrêt pour avoir une acquisition des congés différente, est-ce que ça, c'est anticonstitutionnel? Et la réponse a été claire par le Conseil constitutionnel, ça ne porte pas atteinte ni au droit au repos, bon ça, on peut imaginer, que ce soit possible, ni au principe d'égalité. On considère que c'est pas la même chose. Si on a un arrêt dans le cadre d'un accident du travail et non professionnel, c'est pas la même chose, les enjeux ne sont pas les mêmes et on a le droit de le distinguer sans que ça crée, un problème au niveau de la application de la Constitution. Ça, c'est le premier point et où il est important ce point, c'est que le Conseil constitutionnel a donc déjà été saisi de ces questions et viendra vraisemblablement pas se désavouer s'il est ressaisi par les organisations, syndicales de salariés, à l'avenir. Donc le Conseil constitutionnel est plutôt OK. Ensuite, le gouvernement s'est dit avant de lancer, l'amendement puisqu'on avait, la possibilité de rentrer dans un projet de loi qui pour adopter des diverses dispositions en matière, d'uniformisation avec le droit européen. On avait une façon de pouvoir, mettre les choses en règle très rapidement. Donc il y a un amendement qui a été proposé, qui a été rédigé
Et pour le rédiger, le gouvernement a saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis sur ce projet avant de le présenter au Parlement. Et le Conseil d'État a rendu quelque chose de très précis en répondant à chaque question du gouvernement. Et donc voilà, on a vraiment eu un travail fait très fort par le Conseil d'État et très précis, qui est venu un peu évidemment en contradiction avec la Cour de cassation. Donc on peut imaginer que ce ne sera pas forcément si simple relation sur ce volet-là, puisque le Conseil d'État est venu enfin, vraiment déjuger le travail de la Cour de cassation, notamment sur la question des 5 semaines, et on y reviendra, disant fermement qu'il était absolument possible de le réduire, et voilà, donner un avis. Du coup, dès le lendemain, finalement, cet avis a été traduit et envoyé. Donc, dépôt de l'amendement le 15 mars, le 19 mars, adoption par les députés. On devrait revenir au Sénat le 9 avril, et on peut imaginer que ce soit promulgué dans le courant, enfin, avant le 15 avril. On sait déjà que les organisations syndicales de salariés ne sont pas extrêmement contentes de la solution qui a été trouvée dans l'amendement, et de dire que finalement cette distinction, elle est pas si logique. Le fait qu'on soit en vacances, en maladie, on devrait quand même acquérir les 2 jours et demi. Voilà, il y a eu un texte fait par l'intersyndicale. On ne sait pas trop si ça ira plus loin, dès lors que, comme je vous l'ai dit, on a déjà eu le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui se sont prononcés. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez sûr. Mais le texte dont Bruno va vous parler dans un instant n'est pour le moment pas adopté, même si, en parlant un peu avec les uns et les autres, les risques seraient faibles de ne pas aller au bout du processus. Donc, hop, présentation du projet d'amendement, et je laisse la parole à Bruno Denkiewicz, avocat associé au cabinet Barthélemy, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ils doivent être peu nombreux. Hop. Parfait. Oui, et donc bonjour à toutes et tous pour ceux et celles qui n'étaient pas connectés tout à fait au début. Donc, merci Mélanie de cette introduction qui résume très bien la situation. Et si nous parlons de ceci ce matin, c'est parce que les choses se sont accélérées dans les dernières semaines. Elles vont aboutir à l'adoption d'un projet, à l'adoption d'un texte. C'est ce qui vient d'être dit. J'allais dire, il était temps, dans la mesure où, comme Mélanie l'a dit, c'est depuis donc le traité de Lisbonne qui remonte à 2009 qu'on attendait que le droit français soit adapté par rapport au droit européen, sachant que depuis 1993, je dis bien depuis 1993, le droit européen prévoyait déjà l'acquisition donc de 4 semaines de congés payés pour tout travailleur. Simplement, jusqu'en 2009, les directives, puisque le principe avait été posé en 93 par une directive, il se trouvait que jusqu'au traité de Lisbonne en 2009, les directives ne pouvaient pas être invoquées dans les litiges particuliers entre employeurs et salariés. C'est ce qui fait que ce texte était resté en dehors du droit positif français. Les choses sont donc en train de se régler, c'est ce qui vient de vous être dit, et on va donc pouvoir avancer dans la présentation avec, on va dire, trois parties essentiellement, comme c'est indiqué sur ce slide et sur la partie droite. Premièrement, acquisition de congés payés, parce que là, il y a du nouveau. Deuxièmement, quels sont les délais de prise des congés? Et puis troisièmement, se pose la question du passé. Donc à partir de là, première partie, l'acquisition des congés payés. Et là, comme Mélanie le disait au tout début, jusqu'à maintenant, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des droits à congé acquérait des droits à congé dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour l'accident non professionnel, c'est-à-dire accident, disons, dans la pour la maladie non professionnelle, le salarié n'acquérait pas de droit à congé. Avec quelques nuances ou quelques distinctions qu'on va faire après, mais c'était ça le principe. Pour comprendre le changement, il est là, il apparaît sur l'écran,
C'est-à-dire qu'avec ce projet de loi, quand il va être Attendez, devenu, je coupe le son. quand il va être devenu texte de loi, les mois pendant lesquels le salarié est en arrêt de travail donneront lieu à l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois. Donc, on dit bien 2 jours et pas 2 jours et demi. Donc, vous voyez bien tout de suite le changement. Le salarié de travail, ou il est en accident du travail, ou en maladie professionnelle, ou en maternité, ou toutes les autres périodes assimilées du temps de travail effectif, il acquiert 2 jours et demi ouvrables par mois. Si il est en maladie non professionnelle, en accident non professionnel, il acquiert 2 jours ouvrables par mois. Ce qui veut dire que d'ores et déjà, il va donc falloir que vous dissociez à l'intérieur de la période des références les mois pendant lesquels le salarié va acquérir 2 jours et demi, par exemple tout simplement parce qu'il était au travail, et les mois où il était en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, et là où il va acquérir 2 jours. Bon, alors si on prend un exemple tout simple, euh, mois que constitue la période de référence, ben, si on a 6 mois de travail, 6 mois à 2 jours et demi, ça fait donc 15. Et s'il y a 6 mois de maladie, à 2 jours par mois, ça fait 12. 15 et 12, 27. Ce qui veut dire que le salarié aura acquis 27 jours ouvrables et non pas 30, tout simplement parce que la période de maladie n'est assimilée à du temps de travail effectif qu'à concurrence donc et ne permet d'obtenir que 2 jours ouvrables par mois. Tout simplement, pourquoi 2 jours? Parce que comme le dit le futur article L 3141-5-1 qui est exposé ici tout de suite, on va acquérir 2 jours ouvrables par mois dans la limite d'une attribution à ce titre, de 24 jours ouvrables. Ce qui veut dire en pratique que si un salarié est absent pendant toute la période de référence, il va acquérir 24 jours ouvrables, ce qui correspond à la mise en conformité par rapport au droit européen et non pas autre chose. Donc ça, ce sont les futures règles d'acquisition des jours de congés payés sur lesquelles vous allez donc devoir œuvrer dans la mesure où euh, il va falloir aussi que vous puissiez faire attention à quelques nuances, comme je le disais à l'instant. Un, n'oublions pas que jusqu'à maintenant, il suffit d'avoir travaillé 48 semaines ou d'avoir 48 semaines de travail de période assimilée à du travail effectif pour avoir droit à la totalité des congés. Donc, ce texte introduit effectivement des évolutions, sauf que jusqu'à maintenant, si on avait appliqué correctement la règle d'équivalence, 12 mois de travail égale 48 semaines, ou plutôt plus exactement, 48 semaines de travail ou de période assimilée égale 12 mois. Ce qui veut dire que jusqu'à concurrence de 4 semaines d'absence, le salarié ne perdait pas de droit à congé. Ça, c'est le premier point. N'oubliez pas non plus, deuxièmement, que certaines conventions collectives ont pu assimiler les absences pour maladie à du temps de travail effectif. Ça fait partie de ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, puisque le droit français faisait qu'il n'y avait pas d'acquisition de congés pendant la maladie, les conventions collectives ont pu améliorer la situation. Et donc, on peut trouver des situations où la convention collective a prévu que, par exemple, dans la limite de 2 mois par période de référence, la maladie n'entraîne pas de réduction de droit à congé. Ça veut dire en pratique que vous, dans votre relation avec le client, il va falloir continuer de regarder ce que dit la convention et donc, sur une période de référence qui comporte des jours de travail, qui comporte des mois de travail, des mois d'absence ou des semaines de travail, des semaines d'absence, il va falloir que pour les absences, vous regardiez si c'est une absence maladie ou une absence accident du travail. Si c'est une absence accident du travail, 2 jours et demi par mois, comme d'habitude. Si c'est une absence maladie, la future loi dit 2 jours ouvrables par mois, à condition que la convention collective n'ait pas déjà prévu une assimilation de la maladie à du temps de travail effectif qui ferait que
vous auriez en quelque sorte plusieurs périodes à distinguer. Les périodes de travail, 2 jours et demi ouvrables par mois. Les périodes d'accident du travail, maladie professionnelle ou autre maternité comme jusqu'à maintenant, 2 jours et demi par mois. Les périodes de maladie qui ont pu être assimilées par la convention collective à du temps de travail effectif, 2 jours et demi par mois, et les périodes de maladie non assimilées par la convention collective, mais assimilées par la loi, 2 jours ouvrables par mois. Voilà la situation Simple. telle qu'elle va se présenter. Et donc, c'est important de faire ce rappel parce qu'on sait très bien qu'en droit social, vous le savez toutes et tous, il faut en permanence avoir d'un côté le Code du travail, dans l'autre main la convention collective. Donc ça, c'est la première partie. Première partie, c'est tout ce qui concerne l'acquisition des droits à congé. Alors maintenant, et jusque-là, je crois que c'était relativement simple. Ensuite, on va passer à une deuxième partie qui Alors, concerne cette fois la prise des congés. ouais, alors la prise des congés, on avait décidé ensemble de commencer à l'expliquer par la nouvelle obligation d'information qui va reposer sur les C'est employeurs. ça, tout à fait. Donc, Parce que ça va être un peu compliqué et c'est là où on s'attend tout à fait, Mélanie. à ce C'est-à-dire que que, beaucoup de gens râlent. allez-y, donc effectivement, une des nouveautés, c'est ce qui apparaît ici. À partir du moment où le salarié reprend son travail à l'issue d'une période donc de maladie, l'employeur va devoir, dans les 10 jours de la reprise, il va devoir lui indiquer le nombre de jours de congé dont le salarié dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Et cette information de l'employeur, qui est donc nouvelle, va devoir se répéter à chaque fois que le salarié connaît un arrêt de travail. Il va falloir lui indiquer quelles sont les modalités de prise, qu'est-ce qu'il a acquis comme congé et jusqu'à quelle date il pourra les prendre. Sachant que, vous le savez bien, en matière de congés payés, de façon classique, on est déjà sur un cycle de 3 ans. La période d'acquisition qui va du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N, la période de prise normale qui va du 1er mai de l'année N au normalement 30 avril de l'année N+1. C'est pour ça que je disais qu'on était déjà sur un cycle de 3 ans. Là, ce que j'indique ici, c'est, entre guillemets, et ce que nous indiquons ici, c'est le droit commun. Il peut y avoir quelques particularités parce que certaines conventions collectives ont pu prévoir des périodes de prise des congés différentes. On sait aussi que, par exemple, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il y a des dispositions particulières, mais n'entrons pas trop entre guillemets, dans les détails ou dans les distinctions. Non, Restons il va là-dessus. falloir. Et là, il faut quand même vraiment être vigilant. Là, quand on voit si le texte est adopté en l'état, et ce qui vraisemblablement sera le cas, à chaque arrêt de travail, et on n'a même pas de conditions, d'effet de cet arrêt de travail sur les congés payés, sur l'acquisition ou sur la prise. Donc, ça veut dire que chaque salarié qui a une journée d'absence pour maladie, on va devoir lui faire un courrier. Enfin, c'est ça la forme. Enfin, c'est une vraie question qu'on va se poser en lui disant le nombre de jours dont il dispose, alors même que potentiellement ça n'a rien changé à son acquisition de congé, et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé vont être pris. Alors évidemment, tout va être standardisé, il y aura des courriers types, tout va se faire, j'imagine, même les éditeurs de logiciels travaillent déjà dessus, notamment les éditeurs de paye. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un bulletin de paye qui sort dans les 10 jours. Parce qu'on va pouvoir avoir le nombre de jours, on pourrait avoir une annexe prévue. J'imagine que ça va peut-être se faire comme ça, une annexe au bulletin de paye, mais on a 10 jours pour le faire. Donc, on n'est pas bon non plus. Donc, ça va être une vraie question. Et j'ai participé à un événement où il y avait une centaine de RH qui étaient présents. Ça fait hurler. Ça fait hurler parce que les entreprises où il y a beaucoup d'absentéisme, c'est très compliqué pour eux et ils se disent quasiment on va devoir recruter quelqu'un pour faire les courriers et pointer les congés, quoi. Ce que dit Mélanie est tout à fait important dans la mesure où cette obligation de communiquer l'information aux salariés dans les 10 jours de la reprise, ce n'est pas qu'une règle de forme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Non, non, si, c'est grave parce que à partir du moment où le délai de 10 jours n'est pas respecté,
Ça veut dire que la période de report de prise des congés Décalé. ne débute pas, et on va y venir tout de suite après, et donc ça veut dire que la prise pourrait être illimitée. Alors que une des nouveautés de ce futur texte de loi, c'est d'organiser un report dans la prise des congés, et si les règles sur le report ont été respectées, et que malgré ce respect des règles sur le report, le salarié n'a pas pris la totalité des congés, pour des raisons extérieures à l'entreprise, il y a extinction du droit. Donc ça, ce délai de 10 jours, ce n'est pas qu'une formalité, c'est un point fondamental qu'il va falloir respecter. Alors, une Et fois il qu'on a faudra dit ceci, le faire respecter surtout par vos clients. Parce que bien sûr, c'est sans doute sur les cabinets que ça va retomber parce que je pense bien que sûr. en gestion, ça va être très difficile et ils vont vraiment rattacher ça à la paye. Et voilà, il faudra être conscient de l'enjeu que ça représente, de comment, pour le moment, on n'a pas les modèles, on n'a pas, personne n'a trop écrit sur cette information, la forme qu'elle prendra. Dès qu'on verra un petit peu ce qui va s'écrire là-dessus, si des modèles sortent, on n'hésitera pas à les envoyer, on le mettra sur votre espace adhérent. Donc, on essaiera de suivre ça pour rendre les choses le plus simple possible. Mais il y OK. a quand même un risque. Hop, on passe. Alors, on passe maintenant au slide sur la prise des congés. Ce slide est dense parce que nous avons essayé avec Mélanie de récapituler plusieurs hypothèses. Première hypothèse qui va être simple, et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas expressément sur ce slide, mais première hypothèse, le salarié pendant la période d'acquisition a eu des absences maladie. Au moment de la prise des congés, on va dire par exemple au cours de l'été 2024, puisque c'est en pratique ce qui va commencer à nous intéresser, au cours de l'été 2024, il avait repris le travail. Ce qui veut dire qu'il était en maladie pendant la période d'acquisition, mais il n'est plus en maladie pendant la période de prise. Bon, bah là, c'est une situation simple, en pratique, qu'on avait déjà connue. Le salarié peut prendre le nombre de jours ouvrables de congés qu'il a régulièrement acquis. D'ores et déjà, une petite particularité, mais on y reviendra après, c'est que puisque maintenant la loi va assimiler la maladie à du temps de travail effectif pour 2 jours ouvrables par mois, ça veut dire que quand vous allez payer le salaire correspondant à la prise des congés, vous allez bien sûr assurer le maintien du salaire. Le salarié, par exemple, il avait connu 2 mois d'arrêt de travail, donc il a 10 mois de travail à 2 jours et demi et il a 2 mois à 2 jours. Donc 10 mois à 2 jours et demi, ça fait 25. 2 mois à 2 jours, ça fait 4. Ça fait donc un total de 29. Pendant la prise des congés, vous allez lui assurer le maintien de son salaire. Mais vous le savez aussi, il faut comparer le maintien du salaire avec la règle du dixième. Et comme les congés payés qui s'acquièrent pendant la maladie ne s'acquièrent qu'à concurrence de 2 jours, c'est-à-dire 80% de 2 jours et demi, quand vous allez comparer le maintien du salaire avec la règle du dixième, vous devrez prendre 80% de la rémunération correspondant à la période de maladie pour respecter une équivalence dans la comparaison. C'est logique. S'il n'y avait pas eu cette précision, ça veut dire que la règle du dixième, puisque vous savez que lorsqu'il y a une période d'absence assimilée à du temps de travail effectif, on reconstitue le salaire. C'est vrai en cas d'accident du travail, c'est vrai pour le congé maternité, par exemple. Et donc là, on reconstitue 100% du salaire. Là, dans ce cas particulier, puisqu'il acquiert des congés à concurrence de 2 jours pendant la période de maladie, la rémunération qui sera prise en compte pour cette période-là sera 80% du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Ça, c'était le cas simple. Et c'est ce Ne faites que pas tout dans l'ordre. c'est ce que Mélanie fait apparaître maintenant, parce que j'avais un peu devancé. On revient maintenant au slide qui était d'origine, disons le plus confus, qui est le plus complet, et non pas confus. Première hypothèse, c'est celle qu'on vient de voir. Il n'est plus en maladie pendant donc la période de prise. Deuxième hypothèse, le salarié est absent
au moment de la prise. Ce qui veut dire que, absent au moment de la prise, il ne va pas pouvoir prendre ses congés. Et c'est là où il va falloir distinguer lorsque l'absence est inférieure à un an et l'hypothèse selon laquelle l'absence est supérieure à un an. Regardez ce que nous avons écrit sur l'hypothèse d'une suspension inférieure à un an. Le salarié bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter de sa reprise. Allons tout de suite à l'astérisque. En le lisant ensemble, ça vous facilitera la tâche puisque lire et écouter, c'est compliqué. Donc, dans cette hypothèse, un arrêt de travail au cours de la période d'acquisition qui va du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, avec une période de prise des congés qui va du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Le report de 15 mois commence quand l'employeur communique les informations sur les droits du salarié. Et en pratique, le salarié peut donc avoir jusqu'au 31 juillet 2026 pour prendre le solde de ses congés, puisque lorsque l'absence a duré moins d'un an, c'est 15 mois à compter du moment où l'employeur a communiqué au salarié ses droits sur le nombre de jours acquis et sur la date limite à l'intérieur de laquelle il pouvait les prendre. Ça, c'est donc l'hypothèse, le salarié a été absent moins d'un an. L'autre hypothèse, le salarié est absent depuis plus d'un an. Alors, prenons un exemple, c'est en bas de slide, et là, c'est le double astérisque. Si le salarié était malade depuis au moins un an, donc avant le 31 mai 2023, puisque là, nous sommes sur la période d'acquisition 1er juin 2023, 31 mai 2024, donc s'il était malade depuis au moins un an, il bénéficie d'un report de 15 mois à compter du 31 mai 2024, soit donc jusqu'au 31 août 2025. Parce que là, si l'absence a duré plus d'un an, le point de départ du report de 15 mois, c'est à la date d'expiration de la période d'acquisition. Donc, vous voyez bien, et je résume, l'absence était inférieure à un an, c'est 15 mois de report à compter du moment où l'employeur effectue régulièrement l'information qu'il doit faire. Si l'absence a duré plus d'un an, par rapport donc à la date d'acquisition des congés, eh bien, à ce moment-là, le report de 15 mois, le report de 15 mois commence à la date d'expiration de la période d'acquisition. Et dans l'exemple que nous avons pris ici, donc 15 mois à compter du 31 mai 2024, ce qui nous porte jusqu'au 31 août 2025. Voilà, et là, ce sont des règles importantes, nouvelles, parce que vous le savez bien, euh, un des débats que nous avions jusqu'à maintenant sur les congés payés, c'était de savoir les congés non pris, congés pas pris, congés perdus. Vous savez bien que cet axiome ne tenait plus. Des congés pas pris n'étaient pas nécessairement perdus parce que précisément, il y avait toute une série de raisons possibles pour lesquelles ils n'avaient pas pu être pris. Alors, La future on a loi quelques règle questions, avec les Bruno. Comment? Je me permets de vous interrompre parce qu'on a quelques questions, notamment une, et je n'ai pas personnellement la réponse, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Comment on fait avec la caisse des congés payés du bâtiment? Est-ce qu'il y a des distinctions par rapport, Ah bah, on l'a ou on là, l'a pas? Si on n'a pas, on regardera, hein. en la matière, pour répondre à cette question, la Caisse des congés payés du bâtiment devra adapter ses dispositions par rapport à la future loi. Alors, la question est intéressante, et vous avez raison, Mélanie, de dire que la réponse ne figure pas dans le texte de loi, puisque le texte de loi n'évoque pas ce cas particulier donc, du bâtiment hydraulique, mais simplement, il va falloir que un, le règlement de la caisse s'adapte par rapport à ces principes. Compte tenu d'une part qu'ils ont une période d'acquisition et une période de prise qui sont différentes, mais le principe demeure. Il y aura effectivement acquisition de congés et paiement des congés sur les bases que je viens d'indiquer. Donc Et, voilà, sur la une autre, prise. et Oui, juste une autre allez-y. question, est-ce qu'on maintient les 2 jours et demi acquis pendant 4 semaines d'arrêt comme avant travail? Bah oui, 48 semaines par an. Bruno, Oui, on a déjà parlé en disant, oui, bah tout oui, à fait. finalement, du Tout à coup. fait. C'est pour ça que on l'a rappelé au départ, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que jusqu'à maintenant,
dans la limite de 4 semaines d'absence, le salarié n'avait pas de réduction de ses droits à congé. Ce qui veut dire Euh, que les nouvelles règles qui sont en train d'être posées sont des règles qui vont, je dirais, devoir cohabiter avec ce qui existait jusqu'à maintenant. Et d'où notre rappel tout à l'heure, un, l'assimilation de 48 semaines à 12 mois, deux, les conventions collectives qui ont pu prévoir jusqu'à maintenant des dispositions conventionnelles plus favorables que ce qu'était le droit positif jusqu'à maintenant, et le projet de loi, le projet de loi dit bien que c'est sous réserve des dispositions conventionnelles. Donc, ce qui existe déjà jusqu'à maintenant dans les conventions collectives n'est pas remis en cause. Simplement, il faut combiner l'application de la convention collective et de la loi. Parce que si moi je suis salarié dans un secteur d'activité où la convention collective m'attribuait des droits à congé pendant, par exemple, 3 mois de maladie, sur la base de 2 jours et demi, bah, il faut que je puisse effectivement bénéficier de la disposition qui me sera la plus favorable. Voilà sur la prise des congés. S'il n'y a pas d'autres questions, Mélanie, on peut effectivement continuer. On Et n'a pas donc parlé de ça. là, c'est l'hypothèse de l'accident du travail, puisque C'est une là nouveauté aussi, il aussi, faut en parler. c'est le texte de loi, mais on en a parlé, le texte de loi, le futur texte de loi qui se met qui s'adapte par rapport au droit européen. Jusqu'à maintenant, l'accident du travail était assimilé à du temps de travail effectif dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an. Cette limite d'1 an saute. Ce qui veut dire qu'un salarié en accident du travail pendant 2 ans, 3 ans, acquérera des droits à congé. Ah, je le mets. Je regarde parce on a une question, notamment, Oui, peut-on faire un exemple précis avec un arrêt d'1 mois, par exemple, pour calculer la date jusqu'à laquelle le salarié pourra prendre ses CP? Alors, c'est ce qu'on expliquait à l'instant, c'est sur la slide sur laquelle je suis revenue. Si on a un arrêt inférieur à 1 an, il y a une à 1 mois. période de report de Oui, 15 mois à compter de sa reprise. Donc, le salarié revient après son arrêt. On lui fait un courrier en lui disant vous êtes revenu, vous avez 2 jours au lieu de 2 jours et demi. Vous avez 2 jours de congé et vous avez 15 mois pour les prendre, ce qui vous amène à compter de la date de la réception ou de l'envoi de ce courrier, j'en sais rien. Et à ce moment-là, ils ont 15 mois pour les prendre. C'est bien ça, Bruno? c'est tout à fait ça. C'est tout C'est à fait tout à ça. fait ça. C'est-à-dire que, et là, c'est pour ça que on prend le temps de, je dirais, de s'arrêter sur ce slide, parce que les questions de prise des congés vont être beaucoup plus compliquées. Il va donc falloir dissocier les hypothèses d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle et les hypothèses d'absence, maladie ou accident non professionnel. Deuxièmement, de quand datent ces absences? Et donc, au moment de la prise des congés, le salarié est-il repris ou pas? Quand il a repris, je dois lui faire l'information de la date à laquelle il pourra prendre les congés qu'il n'a pas pu prendre du fait de cette absence. On a aussi une question que en fait, dans la suite logique. Pourra-t-on imposer de prendre des congés dès la reprise du travail? La personne écrit je suppose que non, compte tenu des délais de prévenance en matière de congés. Oui, hein, Non, on pourra pas dire maintenant tu as été absent pendant 2 ans, donc tu as, on va dire, 10 semaines de congés. Enfin, ce ne sera pas exactement ça, mais imaginons. Tu as 8 semaines de congé à prendre. Moi, ça m'arrange que tu les prennes maintenant et que tu reviennes sur un rythme plus normal avec une vraie reprise après. tout à On fait. ne pourra pas lui imposer. Ah, attention, je crois que là, il faut distinguer des hypothèses. En matière de congé, effectivement, on ne peut pas mettre un salarié en congé du jour au lendemain. Il y a des règles à respecter. Les règles à respecter, elles sont en fonction de quoi? Du code du travail, de la convention collective. Toujours pareil, que dit la convention collective? On n'a pas de disposition particulière dans la convention collective, que dit le code du travail? L'employeur, en dernier ressort, est maître de la date à laquelle le salarié prend ses congés. Ce qui veut dire que l'employeur a dû normalement fixer la période à l'intérieur de laquelle on pourra prendre des congés. Ça tombe bien, nous sommes au mois de mars. Et logiquement, c'est 2 mois avant le 1er mai que l'employeur a dû indiquer à ses salariés quand les congés pourront être pris.
puisque la période normale commence le 1er mai. Donc, 2 mois avant le 1er mai, c'était le 1er mars. Donc, l'employeur a informé que les congés devaient se prendre à partir du 1er mai, par exemple, ou du 1er juin ou du 1er juillet. Et ils vont pouvoir se prendre jusque quand? La période normale, c'est déjà jusqu'au 31 octobre, et vous savez que à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante, on a ce qu'on appelle la période d'hiver. Hiver avec tous les guillemets que vous voulez, mais parce que cette période-là peut éventuellement générer des jours supplémentaires. Donc, l'employeur, sur cette période-là, va pouvoir effectivement dire, vous devez fixer vos congés payés. Donnez-moi les dates que vous souhaitez. Si le salarié donne des dates non souhaitables ou si le salarié ne donne pas de date, il appartient à l'employeur d'ordonner et de mettre en œuvre la procédure qui permet de faire prendre les congés, et notamment avec un délai d'1 mois, puisqu'il y a un délai d'1 mois minimum au Code du travail. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, mais en respectant la procédure que je viens de résumer, l'employeur peut faire en sorte que le salarié prenne au fur et à mesure ses droits à congé. Et ça, c'est tout à fait conforme à l'objectif recherché. L'objectif recherché, c'est faire en sorte que le salarié, puisse se reposer. Et donc, s'il est en maladie pendant les vacances, il n'a pas pu se reposer. Donc, il faut faire en sorte que le salarié puisse se reposer. Et deuxièmement, il faut que le salarié puisse bénéficier de périodes de loisirs. Ces deux objectifs, fixés par les textes européens, s'imposent à nous. Donc, les congés sont faits pour être pris au fur et à mesure que cela est possible. Donc, le report est ainsi organisé, on a précisé les règles de report, mais Juste, c'est une limite maxi. Oui, derrière, on a plusieurs questions qui vont aussi un peu dans le même sens, mais on est sur l'acquisition plutôt, hein. Si l'arrêt commence en cours de mois, pour l'acquisition, est-ce qu'on doit proratiser ou attendre le mois prochain? On a plusieurs questions sur des arrêts qui durent finalement moins d'1 mois. Qu'est-ce qu'on fait là, si le salarié est absent 3 semaines? Bon, voilà, on en a plusieurs dans cette veine, hein, donc, là, concrètement, la règle d'équivalence fait que tant que la maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel n'a pas atteint 4 semaines, le salarié, en vertu de la règle actuelle, bénéficie de la totalité de ses droits à congé. Donc, ça, je crois que ça permet déjà de répondre à une partie des questions qui sont posées. Deuxième ok. hypothèse, la durée totale de l'absence ou la durée totale des absences Cumulé, ouais. qui continuent sur la période d'acquisition fait plus qu'un mois ou 2 mois et ainsi de suite. Donc là, on va appliquer les règles nouvelles, 2 jours, 2 jours, 2 jours pour les périodes de maladie, en faisant en sorte de respecter le principe posé dans le Code du travail, selon lequel l'absence ne peut pas entraîner de réduction des droits à congé plus que proportionnelle à la durée de l'absence. Dit autrement, en pratique, c'est au-delà des 4 semaines que ce mécanisme de 2 jours par mois va commencer à s'appliquer, parce que là, on a respecté les règles. Si, enfin, et je crois que c'est la question qui est posée, on a des arrêts qui commencent en cours de mois et qui se finissent en cours de mois, c'est la règle de la proportionnalité que je viens d'évoquer qui va s'appliquer. L'absence du salarié ne peut pas entraîner de réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de l'absence, compte tenu des textes applicables, bien entendu. Voilà, alors j'espère que Et c'est très clair. clair. Ensuite, bon, alors, on va passer. Je passe juste une question et après on va finir parce qu'il est déjà 9h10. Oui, Donc, il y a quand même une question. Et ça, elle est bonne, la question, on n'aura pas trop de réponses. C'est finalement, on va avoir des périodes de report différentes. Comment on va pouvoir identifier quel congé appartient à quelle période de report, jusqu'à quand? Parce qu'on va du coup pas avoir du tout les mêmes périodes. Et comment on va pointer, là j'ai pris la bonne période, là j'ai pris la mauvaise période. Je pense qu'on n'a pas de réponse. C'est pareil, hein, sur les comptes épargne-temps, on va avoir des questions de la même façon. Au début, ça va être le bazar, hein. Au début, ça va être le bazar. oui. Alors, effectivement, la question est intéressante parce que, en bonne logique, en bonne logique, il faut donc distinguer les périodes de travail pour lesquelles il y a acquisition de 2 jours et demi et qui, là, suivent le rythme normal que nous avons connu jusqu'à maintenant, puisque le salarié
a été malade, mais il n'empêche pas qu'il n'en reste pas moins qu'au cours de l'été 2000 ou au cours de l'hiver 2024-2025, il prendra ses congés normalement prévus, et y compris les périodes les périodes de maladie pendant lesquelles il n'a acquis que 2 jours. L'intérêt de la future loi, c'est d'organiser le report des jours acquis pendant la maladie. Et donc, là, vous allez faire un calcul au 31 mai, qui est la date de fin d'acquisition. Notre salarié, combien de jours a-t-il acquis? Il a acquis, par exemple, 8 mois de travail, ça nous fait 8 mois de travail à 2 jours et demi, ça fait 20 jours. Il y a 4 mois de non-travail, ça fait donc 4 fois 2, 8. Il a acquis 20 plus 8, 28. Ces 28 jours, il va falloir qu'il les prenne. Simplement, c'est pour les jours acquis pendant les périodes de maladie où là, on peut considérer que les règles de report vont s'appliquer. Parce que les règles de report n'ont pas pour effet d'entraîner de modifications. Le report, c'est par rapport à l'hypothèse de la maladie, puisqu'on dit bien que on dit bien qu'au niveau de la loi, c'est lorsque le salarié est donc malade et qu'il n'a pas pu prendre. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la période d'acquisition et la période de prise. Au niveau de la période de prise, il n'y a pas une révolution totale, simplement on organise le délai à l'intérieur duquel le salarié qui était en maladie va pouvoir prendre des congés. Alors, je regarde l'obligation d'information, oui, hein, ça embête tout le monde, mais ça, on l'a dit, hein, il n'y a pas de distinction selon que ça ait un effet, que l'arrêt ait eu un effet sur les droits à congé. Donc, on sera quand même obligé, pour le moment, en l'état d'informer les salariés. Oui, On a, simplement, Mélanie, je ouais, vous interromps. Ce qu'on peut très dire bien. pour essayer de rassurer les participants, c'est que si la maladie de courte durée, la question, disons, du calcul sur la base de 2 jours par mois va se poser à la fin de la période d'acquisition, c'est au 31 mai. Parce que finalement, c'est au 31 mai qu'on va pouvoir calculer le nombre de jours exacts de congés acquis par le salarié. Y a-t-il effectivement application de ce futur texte ou est-ce qu'on est sur les anciennes règles? Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il va falloir mettre en évidence. Alors, je regarde, Reste, reste peut-être la dernière partie, ouais, sous on réserve de va vos aborder questions. rapidement sur le passé. Oui, Hop, sur le passé. j'y arrive, sachant qu'on a 2 minutes. Mais bon, de toute façon, le but, c'est plutôt d'essayer d'avoir les règles en tête pour Oui. l'avenir, pour que quand Bon, écoutez, certains pour le reviennent, passé, voilà, pour le passé, on en dit un mot rapide. voilà, pour le passé, c'est très simple. Euh, les règles que nous venons d'exposer, qui sont donc de futures règles, hein, puisque c'est à partir, normalement, dans le courant du mois d'avril que le texte sera adopté, les règles qu'on vient d'appliquer, qu'on vient d'exposer, s'appliquent à partir donc du 1er décembre 2009. Pour une raison simple, c'est que c'est depuis le 1er décembre 2009 que le traité de Lisbonne a donné une force obligatoire aux directives européennes. C'est la raison pour laquelle, quand vous lirez le texte de loi, vous verrez que ce texte de loi prévoit que tout ce qu'on a dit ce matin concerne les périodes d'absence depuis décembre 2009. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, avec ces nouvelles dispositions, vont se poser des questions disons, de rappel ou de régularisation éventuelle de droit à congé. Mais ça, après, j'allais dire que c'est du cas pratique au niveau des entreprises, parce qu'on peut avoir aussi bien le cas simple avec ce qu'on vient d'exposer, et puis des cas beaucoup plus où notamment le salarié est encore là, ou éventuellement l'hypothèse où le salarié est parti. Et donc là, il y a des questions de prescription qui vont se poser, puisque la loi prévoit que le salarié a normalement 2 ans. Lorsqu'il est toujours sous contrat, il a 2 ans pour saisir la justice si donc il n'y a pas une application, on dirait, spontanée. Voilà, de façon très résumée, et il est pile 9h15. Et il est 9h15. Mince. Je vous mets pour les questions, parce que j'imagine quand je les regarde rapidement, on retombe sur des choses qu'on a déjà expliquées avec Bruno.
N'hésitez pas à m'écrire sur mon mail si vous avez des questions. Je suis en lien avec Bruno, donc on sera ensemble pour y répondre. S'il Tout faut à se fait. positionner, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. J'enverrai le support dans la journée sur les adresses qui ont été renseignées sur le lien d'inscription. Et il y aura un replay dans la newsletter, comme toujours, la newsletter du vendredi. Donc, ce sera peut-être celui-là si on est très rapide. Ce sera peut-être vendredi d'après si on l'est moins. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Je regarde les questions, je les conserve au maximum pour voir si certaines reviennent. J'hésiterai pas à faire une petite. On l'a déjà fait sur le fiscal, de rajouter 1 ou 2 slides avec les réponses aux questions qui sont le plus revenues. Rien n'est impossible. Je vous remercie tous d'avoir participé au café social. Merci Bruno pour cette Merci. animation et Merci de votre bonne invitation et journée à tout le merci aux monde. plus de 200 personnes qui nous ont suivis d'être restés connectés jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Un grand merci à vous tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au plaisir.